Ce soir à l'émission, le conseil Mohawk de Kanesatake fait le point sur le renvoi du grand chef Victor Bonespil. Il va falloir qu'ils reconnaissent notre processus légaux et puis on l'a exercé. Mélanie Joly et François-Philippe Champagne en visite électorale. Nous, on va être capable de s'assurer qu'on investisse dans nos emplois manufacturiers pour nous. Et un nouveau point de service pour le Centre de pédiatrie sociale au coin de ma rue. Rapprocher les services des élèves de l'école et de nos familles. En entrevue, je reçois Nicolas Leduc-Lafantaisie qui nous parle du mandat de grève des employés de la CEPAC. On se fait niaiser par la CEPAC depuis la dernière convention. Ça tarde encore à évoluer de ce côté-là. Je m'entretiens également avec Manon Charpentier au sujet de la précarité des ressources intermédiaires. Puisque le financement ne suit pas, il y a un nombre quand même important de personnes qui attendent en ressources intermédiaires. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous propose un balado destiné aux professionnels qui veulent concilier entraînement et rythme de vie effréné. Comment ils réussissent à intégrer l'entraînement dans leur vie super chargée d'entrepreneurs ou professionnels. Bienvenue à Accès local. Mercredi 9 avril 2025. Bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jonet. Bonsoir, Clara. Bonsoir, Claude. La semaine dernière, Clara, le conseil Mohawk de Kanesatake a tenu un point de presse pour expliquer les raisons derrière le renvoi du grand chef Victor Bonespil. Ça fait plusieurs années quand même déjà qu'il y a des tensions au sein de la communauté. Oui, tout à fait. D'un côté, il y a le grand chef Victor Bonespil et sa sœur Valérie Bonespil. De l'autre, les 5 autres chefs du conseil, Brent Étienne, Serge Otis-Simon, Émy Bouvet, John Canatonquin et Denise David qui s'opposent au leadership des deux premiers. En 2023, déjà, ils demandent la démission du grand chef et de sa sœur. En février 2024, le conseil demande des mesures disciplinaires envers ses deux membres, que ceci amène en appel. Suite à cet appel, une commission d'éthique a été formée par un bureau d'avocats mandaté par le conseil de Kanesatake. La commission a rendu sa décision en début de semaine passée, comme quoi Victor et Valérie Bonespil étaient démis de leur fonction. Et sur quoi était basée leur décision? Elle était basée sur le code électoral coutumier du conseil, un code signé par M. Bonespil lui-même en 2015. C'est la loi électorale de la communauté et elle dicte les standards à respecter en tant qu'élu. La commission a relevé plusieurs conduites fautives de la part de Victor et Valérie Bonespil selon ce code. Parmi celles-ci, une cinquantaine d'absences à des réunions du conseil, une mauvaise interprétation de leur autorité, de la violence physique et des entraves à l'accessibilité des bureaux du conseil. Maintenant, ce que demande ce conseil, c'est que les différents paliers du gouvernement reconnaissent le processus de la commission. On écoute à ce sujet Serge Otis-Simon. Il va falloir qu'ils reconnaissent notre processus légaux et puis on l'a exercé. Et c'est tout ce qu'ils ont à faire, c'est de reconnaître que notre code est la loi et la loi a été suivie. Moi, je crois en la bonne foi avec comme ministre Lafrenière. Comme j'ai dit, on a toujours été ouverts, on a travaillé bien ensemble. Et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite? Eh bien, de son côté, le grand chef Bonespil s'oppose à la décision de la commission. Il remet en question la validité de celle-ci puisqu'elle n'est pas composée de membres de la communauté de Kanesatake. Pourtant, c'est ce que dicte le code électoral pour garder un processus objectif. M. Simon décrivait le climat comme tendu en ce moment dans la communauté et quand je lui ai demandé s'il était optimiste pour la suite, il se disait plutôt prudent. Des élections sont prévues pour le 31 juillet. M. Simon espère qu'elles se déroulent dans le calme et le respect de la loi électorale. Élection fédérale, maintenant, il y a 2 ministres libéraux qui étaient de passage dans la région lundi. Oui, Claude, c'était une visite électorale. Donc, les ministres Mélanie Joly et François-Philippe Champagne ont fait hier dans les Basses-Laurentides. Ils étaient accompagnés des candidats libéraux des circonscriptions de la région. C'est chez l'entreprise blainvilloise SBB qui fabrique des structures d'aluminium que les politiciens se sont adressés aux médias. Ils se sont ensuite rendus chez Paccard, l'usine de camions à Sainte-Thérèse. Justement, c'est principalement un message de solidarité envers les entreprises que souhaitaient faire passer les libéraux lundi. Oui, tout à fait. Vers la fin de la semaine dernière, le premier ministre Mark Carney a annoncé des contre-tarifs de 25 % sur les automobiles américaines en signe de solidarité internationale suite à la salve de nouveaux tarifs que le gouvernement américain a appliqués à 185 nouveaux pays. L'argent récolté par les contre-tarifs ira dans des programmes d'aide aux entreprises et aux travailleurs. Selon Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, ces montants pourront aider des entreprises de la région. On l'écoute. L'objectif de Trump, c'est de rapatrier tout le secteur manufacturier aux États-Unis. Et donc, ce faisant, il nous affecte, il nous affaiblit et il affaiblit d'autres pays. Donc, nous, notre objectif, c'est d'investir dans le secteur manufacturier. La Rive-Nord, il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur manufacturier.
On le sait que dans le coin ici, il y a beaucoup de l'aéronautique. On est à côté de Mirabel. On sait qu'il y a le secteur automobile aussi. On s'en va chez Paccard après. Donc, nous, on va être capable de s'assurer qu'on investisse dans nos emplois manufacturiers pour nous. Voilà, Claude, la campagne électorale continue jusqu'au 28 avril, jour des élections fédérales. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question d'un nouveau point de service pour la clinique au coin de ma rue. À plus tard, Claude. La ville de Saint-Jérôme a présenté à la population le concept d'aménagement préliminaire pour le développement du secteur ouest le 2 avril dernier à l'école primaire de Bellefeuille dans une formule porte ouverte. Cette activité participative conclut la démarche globale de participation et de consultation pour élaborer la vision stratégique de ce secteur. Les idées retenues permettront l'élaboration du concept d'aménagement final qui sera dévoilé ce printemps. Le développement du secteur ouest, qui se terminera en 2040, sera réalisé, assure-t-on, dans le respect de l'environnement. La ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Prévost, Sonia Bélanger, annonce que 64 nouvelles bornes de recharge rapide publiques seront ajoutées dans la région. Ces bornes seront réparties dans plusieurs villes, notamment Blainville, Boisbriand, Mirabel, Prévost, Saint-Jérôme, Saint-Eustache et Saint-Joseph-du-Lac. Cette annonce représente une aide financière de près de 7 millions de dollars pour soutenir l'électrification des transports et réduire les émissions de gaz à effet de serre au Québec. Dans une proportion de 88,8 %, les salariés de la CEPAC, membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, viennent de se donner le mandat d'exercer des moyens de pression lourds qui pourraient aller jusqu'à la grève générale illimitée. J'en discute avec Nicolas Leduc-Lafantaisie, qui est président régional du SFPQ. Monsieur Leduc-Lafantaisie, bonsoir. Bonsoir à vous. Donc, la CEPAC, ça, c'est celle qui gère, je le dis pour les gens qui nous regardent, celle qui gère les parcs nationaux, les réserves fauniques du Québec, des établissements touristiques aussi. Votre convention collective est échue depuis le 31 décembre 2023, donc ça fait autour de 16 mois. En tête de liste de vos revendications, il y a la question salariale. Qu'est-ce qui ne va pas de ce côté-là? Effectivement, il faut comprendre aussi qu'en moyenne, les gens qui travaillent à la CEPAC gagnent 17 $ de l'heure et moins en moyenne. Donc, on est tout près du salaire minimum. C'est pas rare de voir même le salaire minimum rattraper nos échelles salariales. Ouais. Donc, pour nous, c'est un non-sens. C'est les employés de l'État les moins bien payés. D'accord. Bon, il y a 2500 travailleurs à peu près au Québec qui travaillent pour la CEPAC. Il y en a autour de 300 dans les Laurentides. Quel est le type d'emploi occupé par vos membres? Principalement, c'est des gens qui sont préposés à l'accueil, sur l'entretien. On a des gardiens de parc. On a des gens qui vont faire la réflexion des routes, des bâtiments. On a beaucoup de corps de métier là, qui œuvrent au niveau de la CEPAC. C'est plutôt très varié. Oui, beaucoup d'emplois saisonniers, j'imagine? Majoritairement saisonniers, là, à 90-95 % là, c'est saisonnier. Bon, là, vous avez parlé de la question salariale, mais il n'y a pas que ça au cœur de la négociation. Quels sont les autres points de mésentente? Actuellement, on a, depuis l'ancienne convention collective, il avait été négocié de revoir la classification de tous les corps d'emploi avec les tâches et l'échelle salariale. On se fait niaiser par la CEPAC depuis la dernière convention. Ça tarde encore à évoluer de ce côté-là. Ça toucherait grosso modo 50 % des gens. Pour nous, c'est pas suffisant de ce côté-là parce que l'évolution des corps d'emploi a explosé. Ils font de plus en plus de tâches parce qu'entre autres, ils sont en pénurie de main-d'œuvre. Il y a la question de la mobilité du personnel aussi. Oui, l'employeur nous est un petit peu arrivé avec ça. Là. Il veut pouvoir bouger un peu plus les gens. De notre côté, oui, ça pourrait être pratique à certains niveaux, mais principalement dans la région, on n'a pas d'enjeu vraiment de ce côté-là. Ah bon, d'accord. De quoi est-ce qu'il est question quand on parle de moyens de pression lourds? Oui, entre autres, on avait commencé l'été dernier avec des moyens de visibilité, de sensibilisation du public sur les salaires que les gens gagnaient pour les services qu'ils donnaient. Et là, on va passer à des choses beaucoup plus sérieuses. On va avoir des équipes qui vont se promener dans différentes CEPAC. D'ailleurs, c'est fort possible que cette semaine, ça commence dans la région, qui vont faire des actions beaucoup plus lourdes. OK. Comme par exemple? C'est sûr que nous, de notre côté, on va pas dévoiler notre stratégie, mais je
peux vous dire que ça va être très visible. OK, mais c'est pas commencé encore. Non, c'est présentement en cours. Là, c'est sur le point d'être fait. C'est cette semaine. On est en train de planifier ça. Là. Exactement. Ces moyens de pression-là risquent évidemment de perturber les activités de plein air là, partout au Québec cet été. Dans le contexte de la guerre tarifaire, là, il y a beaucoup de Québécois qui ont déjà annoncé leur intention de ne pas aller aux États-Unis. Donc, j'imagine que ça rend nos parcs nationaux très attrayants. Ils le sont toujours, mais peut-être encore un peu plus. Est-ce que c'est une carte, ça, dans votre jeu? C'est une fenêtre d'opportunité qu'il faut saisir de notre côté, qui nous est présentée, qu'on n'attendait pas. Faut comprendre aussi que, oui, ça risque de bouleverser les vacanciers, mais c'est pas nous le méchant dans l'histoire. C'est la CEPAC qui s'obstine à nous maintenir dans une situation de pauvreté avec des salaires aussi peu attrayants que 17 $ et quelques dollars. Entre autres, récemment, parce que durant la pandémie, ils ont offert un 2,50 $ supplémentaire comme prime pour favoriser une attraction-rétention. Ils l'ont récemment retiré et les augmentations salariales que l'employeur propose sur 5 ans de 9,4 % ne couvrent même pas la perte du 2,50 $. Alors, quel genre d'employeur se dit « Moi, je vais empirer les conditions puis ça va bien aller ». Fait que c'est pas nous là qui va mettre des bâtons dans les roues des vacanciers, c'est vraiment la CEPAC qui a décidé d'en faire ainsi. C'est malheureux parce que nous, ce que l'on souhaite principalement, c'est d'éviter une grève. On veut pas aller là. Mais si c'est nécessaire, on va devoir le faire. Mais vous semblez quand même résolu à aller jusque-là, puisque Patrick Audy, là, qui est le vice-président de la SFPQ, qui est responsable de la négociation, a dit ceci en s'adressant à vos membres. Préparez-vous, mettez-vous des sous de côté. Donc, on est prêt à aller jusque-là. Oui, puis nos membres nous ont quand même envoyé un message très clair. Là, pour nous, là, près de 57 % de gens qui ont voté durant une période de non-emploi, c'est énorme. D'accord. Puis la proportion de 88 % et plus là, d'acceptation de la grève pour des gens qui sont saisonniers, qui ont de la misère même à avoir les heures pour faire le chômage, sont prêtes à aller là. Donc, c'est très sérieux, puis l'employeur doit prendre ça au sérieux. Alors, on attend la suite. Nicolas Leduc, La Fantaisie, pardon. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. La Ville de Sainte-Thérèse invite la population thérésienne et les organismes locaux à participer à la 19e édition de la Fête du voisinage qui aura lieu partout au Québec le 7 juin prochain. Cet événement, propulsé par l'espace Muni, est l'occasion d'organiser une activité festive dans son quartier. Les subventions pouvant aller jusqu'à 100 $ seront remises par la Ville pour encourager l'organisation de ces événements. Les personnes intéressées ont jusqu'au 10 mai pour remplir le formulaire en ligne. La Ville de Blainville invite sa population à voter pour l'un des 3 projets finalistes dans le cadre de la 3e édition du budget participatif, et ce jusqu'au 30 avril prochain. Les projets sélectionnés, axés sur la transition écologique dans son volet environnemental, sont la création d'éco-hôtels pour les insectes par Mélanie Lagrange, l'Oasis verte Montmartre par Éric Robitaille et des supports à vélo aux arrêts d'autobus par Julie Desrosiers. Le projet qui recevra le plus de votes sera réalisé en 2025 ou en 2026. Concilier l'entraînement avec une vie professionnelle active, c'est possible. Et à ce sujet, Maude Pilon-Bernier a préparé ce qui suit. Marie, on est ici dans ton gym. On a pu voir différents clients depuis qu'on est arrivé, beaucoup d'entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils choisissent de s'entraîner dans ton gym puis de prendre soin d'eux malgré leur horaire chargé? Mais tu l'as dit, Maude, en fait, on travaille majoritairement avec des entrepreneurs ici, des professionnels qui n'ont pas beaucoup de temps pour eux, mais qui veulent s'accorder ce temps-là pour prioriser leur santé. Fait que ça donne vraiment une belle communauté. On a quelques événements qu'on fait aussi avec eux pour les rassembler. Donc, oui, on a une très, très belle communauté ici. Derrière cette belle entreprise-là, il y a une entrepreneur qui est toi. Je veux savoir comment toi, tu fais en sorte de pallier l'entraînement avec ton rythme de vie chargé de propriétaire d'entreprise. Oui, bien, moi, ça fait partie de ma vie depuis vraiment longtemps. Donc, c'est plus une question que je me pose. Oui, il y a des périodes que c'est plus occupé, mais dans ce temps-là, je m'assure d'avoir mes entraînements à l'horaire parce que c'est une priorité dans ma vie. Si je prends pas soin de moi, c'est difficile de prendre soin des autres après. Donc, c'est ce qu'on essaie d'inculquer aussi à nos clients, que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, tout ça,
tu as besoin de prendre soin de la personne derrière l'entreprise. C'est super important. Les services qu'on offre ici, oui, c'est un gym privé dans lequel il y a des accès libres avec quand même un minimum de suivi, mais on fait aussi de l'encadrement avec nos clients. Donc, le suivi personnalisé, c'est le plus gros de notre service. En fait, c'est vraiment, on suit nos clients là, de façon 360, donc autant au niveau de l'entraînement, alimentation, on surveille le sommeil, le mindset, tout ça pour s'assurer que tout est enligné vers leurs objectifs puis qu'ils les atteignent réellement. Puis on a aussi évidemment des séances privées là, qui sont offertes. Toi, de où est partie l'idée de faire une telle entreprise? J'étais travailleur autonome, en fait, avant, dans un autre gym. Puis, je ressentais pas nécessairement que les valeurs étaient alignées avec ce que moi, je voulais nécessairement, parce que je voulais vraiment qu'on suive. Je voulais suivre mes clients pour de vrai, pas juste faire des cours, des séances privées, puis après ça, je sais plus ce qui se passe. Je m'inquiétais réellement quand j'arrivais chez nous, je m'inquiétais pour eux. Qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils dorment bien? Est-ce que tout est aligné avec leurs objectifs. Donc, quand la pandémie est arrivée, je me suis dit, ben j'ai du temps maintenant, donc je vais monter un plan d'affaires puis je vais ouvrir mon gym que j'ai ouvert pendant la pandémie. Wow! Bravo! C'est vraiment le fun à savoir. Au moins, toi, t'as pas chômé durant la pandémie, t'as rendu l'utile à l'agréable, puis go te flyer là-dessus. Oui. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Un nouveau balado vraiment axé justement sur les entrepreneurs, pour la majorité des entrepreneurs avec des entreprises d'ici. Je veux pas trop en dire trop, je veux que tu nous expliques le concept derrière ton balado, justement. Oui, bien en fait, en ayant des discussions avec mes clients, je me rendais compte que c'est tellement des personnes inspirantes, sont débordées, sont quand même là, ils viennent s'entraîner 3 fois, 4 fois semaine, ils suivent leur structure, sont vraiment assidus. Puis je me suis dit, dans le fond, tu sais, ça faisait longtemps que je voulais faire un balado, puis je savais pas trop vers quoi m'enligner. Puis je voulais pas faire un balado éducatif. Je trouve que dans le domaine, c'est saturé, ce genre de balado-là. Puis là, justement, en ayant ces discussions-là avec mes clients, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. C'est ça que je veux, c'est les mettre, eux, en lumière, qu'ils puissent parler de leur parcours, comment ils réussissent à intégrer l'entraînement dans leur vie super chargée d'entrepreneurs ou professionnels. Puis des fois aussi, ils ont des familles, tout ça. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée. Marie-Pierre, je veux que tu nous parles des invités qu'il va y avoir dans tes prochains épisodes. Il y en a déjà 2 de sortis. Dis-nous lesquels sont sortis jusqu'à date et lesquels sont à venir. Oui, le premier épisode, en fait, j'ai reçu Gary Pilu de la course Mud Girl, qui est un de nos clients depuis un petit moment. J'ai reçu aussi Caroline Dupol de la Chambre de commerce, Pierre-Luc de Nordic Café, ensuite Stéphane, le fondateur de Première Moisson. Là, ensuite, mon Dieu, un de mes clients, Eric, qui est ingénieur TI. Il y en a plusieurs. Donc, oui. On voit vraiment, c'est pas juste des propriétaires d'entreprise, mais ça va être des gens avec peut-être un travail quand même qui monopolise beaucoup de leur temps. Puis, qu'est-ce que tu penses qui fait en sorte que ces gens-là versus d'autres personnes prennent le temps de s'entraîner? Je pense que ces personnes-là, ils ont cette ouverture d'esprit-là de se dire, si je suis capable de me fixer des objectifs personnels, je suis capable de le faire aussi dans mon entreprise. Puis je pense que c'est vraiment un parallèle à faire, en fait. Si tu n'es pas capable de le faire pour toi-même, c'est difficile de le faire après ça dans une entreprise puis d'évoluer, tu sais. Fait que je pense que l'évolution part de soi-même, puis ces gens-là, ben c'est ce qu'ils ont en tête, en fait. Un petit mot, Marie-Pierre, pour ceux, justement, qui sont peut-être pas encore capable de faire le petit pas pour venir prendre un engagement au niveau de l'entraînement, mais qui désirent écouter ton balado dans les prochains temps, dans les prochaines semaines. Un petit mot là, pour les convaincre de faire le petit pas de plus. Là. Bien, je pense que dans n'importe quel des témoignages qu'on va recevoir et qu'on a reçus, il y a toujours un petit quelque chose à retirer. Puis chaque personne va retirer d'un témoignage différent. C'est pas tout le monde qui est rendu au même endroit. Donc, je pense que de juste prendre ce temps-là pour l'écouter, des fois, ça peut faire un petit déclic. Un énorme merci, Marie-Pierre, de m'avoir reçue ici. On ressent l'énergie à travers ta clientèle et surtout chez toi. J'ai très hâte d'écouter ce balado-là. Merci à toi, Maude. Si vous vous dites encore que vous n'avez pas le temps de vous entraîner parce que vous travaillez trop fort, c'est parce que vous n'avez pas encore écouté un épisode du balado Entre 2 meetings de Marie-Pierre Hébert. Je vous le conseille. Bonne écoute!
À l'aube des négociations vers une nouvelle entente nationale avec le gouvernement du Québec, l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec lance une campagne de sensibilisation sous le thème « Déverrouillons l'avenir des RI ». J'en discute avec Manon Charpentier, qui est directrice générale de l'ARIC. Madame Charpentier, bonsoir. Bonsoir. Bon, je le dis pour les gens là, qui nous regardent, les ressources intermédiaires, ce sont celles qui hébergent des personnes âgées en perte d'autonomie, des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale ou un trouble du spectre de l'autisme. J'espère que j'oublie personne. Alors, expliquez-nous dans un premier temps, pourquoi vous estimez que l'avenir de la ressource est verrouillé en ce moment? En fait, la difficulté qu'on a actuellement, c'est que nous, on est liés avec une entente avec le ministère. On a négocié la dernière entente en 2020, juste au début de la pandémie. Donc, vous comprendrez qu'à l'époque, on était assez satisfait de cette entente-là. Par contre, personne ne pouvait prévoir ce qui se passerait dans les années subséquentes. Ouais. Donc, l'explosion des coûts au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de la construction, au niveau des coûts d'opération. Et on était pris avec cette entente-là. Puis malheureusement, le financement n'a pas suivi, en fait, les besoins. On s'est retrouvé dans une situation où on était pris avec l'entente. Donc, aujourd'hui, c'est nécessaire qu'on fasse des réajustements pour, d'une part, permettre à nos RI de mieux offrir les services et la qualité à nos clientèles hébergées, mais d'autre part aussi pour relancer la construction. Parce que puisque le financement ne suit pas, il y a un nombre quand même important de personnes qui attendent en ressources intermédiaires. Là, au Québec, on parle près de 5000 personnes, c'est quand même conséquent. Ouais. Et on n'est pas en mesure d'ouvrir de nouvelles ressources ou de construire parce que le financement n'est pas suffisant. C'est ça. Actuellement, l'argent qui est consenti pour construire une chambre, c'est 210 000 $. Vous estimez qu'il en faudrait 330 000 le gouvernement, vous dépendez, là, vous, entièrement du gouvernement là, pour financer la ressource. Vous avez mentionné 5 000 personnes en attente au Québec, c'est 458 dans la région des Laurentides, là où on diffuse. Oui. Quel est votre argument le plus fort pour convaincre le gouvernement que c'est là qu'il doit investir? Parce qu'on est, à notre avis, le type d'hébergement le plus économique qui donne un service de qualité. Et il faut comprendre aussi, je me permets de dire ça, là, les ressources intermédiaires, c'est pas un lieu de passage, hein, c'est un milieu de vie. Oui. En fait, les gens qui y habitent vont y habiter de nombreuses années, là. Donc, c'est important qu'on offre le meilleur service, les meilleurs soins à ces personnes-là, mais sans financement nécessaire, on se retrouve à couper dans la qualité, là, puis c'est pas ce qu'on veut. Oui. Donc, encore une fois, parlons juste des gens qui sont en attente à l'hôpital. Vous pouvez comprendre que le coût est astronomique. Là, on parle de 1 400 $, 1 500 $ par jour pour des gens qui sont à l'hôpital, quand nous, on pourrait les héberger à 10 fois moins. Oui, c'est ça. Vous dites que ça coûte moins cher d'héberger une personne chez vous que dans une maison des aînés, par exemple, ou à l'hôpital. Selon vos projections, là, les besoins de soutien à l'autonomie vont augmenter de 69 % d'ici 2040. Dans la balance, on met le fait qu'il y a 40 % des ressources intermédiaires qui risquent de fermer leurs portes là, si le gouvernement ne suit pas avec du financement. On risque de se retrouver avec un sérieux problème. Absolument. D'où l'importance de reconnaître les enjeux actuels, puis de faire en sorte qu'on puisse, encore une fois, pérenniser notre réseau, faire en sorte que les gens aient envie de continuer, qu'ils puissent offrir, encore une fois, le meilleur service à coût moindre, mais aussi de continuer de développer parce que je pense qu'on fait partie de la solution à de nombreux égards. Là. Je me permets de dire encore, entre autres, par exemple, pour le milieu d'itinérance, on n'est pas la solution, mais on fait partie de la solution. On a déjà des gens qui habitent dans nos résidences, qui ont ce type de profil. Et si on veut sortir encore une fois des gens de la rue puis de leur offrir de l'hébergement, on fait partie de la solution, là. On ne peut pas tout régler, là. Mais assurément que
notre réseau est prêt à en prendre plus. En février... d'avoir les sommes qui suivent. Oui, il nous reste très peu de temps. Là, en février, le Parti québécois avait déposé une motion à l'Assemblée nationale demandant qu'on reconnaisse les RI comme étant incontournables, qu'on reconnaisse qu'elles étaient en difficulté financière. La CAQ avait voté contre cette résolution. Est-ce que le discours a changé? Est-ce que vous sentez plus d'ouverture en ce moment avant la ronde de négociation là, qui s'amorce? Je crois que la classe politique reconnaît notre force, reconnaît les enjeux et est prête à nous aider. Ensuite, il faudra voir comment le Conseil du Trésor appuie le politique. Je pense que le principal problème se trouve là. Mais en terminant, Mme Charpentier, j'invite les gens à aller visiter votre site web. Tous les détails de la campagne sont là. Tout ce que vous faites aussi est expliqué. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonsoir. On est de retour avec Clara Matéjonet. La clinique de pédiatrie sociale au coin de ma rue ouvre un nouveau point de service. C'est à Sainte-Sophie. Oui, Claude, c'est hier que l'organisme inaugurait cette clinique mobile à l'école primaire Jean Moreau, un site satellite qui s'ajoute à la clinique déjà en service au centre-ville de Saint-Jérôme. Je vous laisse découvrir ça dans notre reportage de ce soir. Ça va permettre, à nos familles d'avoir un point de service plus près de chez eux, parce que pour nos familles, se rendre à Saint-Jérôme, ça peut être un défi, parce qu'on a de nos familles qui n'ont pas de voiture, par exemple, mais ça va aussi permettre, en fait, un travail de collaboration avec l'équipe de pédiatrie sociale et l'équipe de l'école également. Donc, rapprocher les services des élèves de l'école et de nos familles. En fait, il y avait déjà un certain nombre de nos familles qui étaient suivies par la pédiatrie sociale, mais ça va permettre peut-être d'élargir un peu là, les services qui pourraient être offerts là, à nos élèves et à nos familles. Ce sont des élèves, je pense que le docteur Anne en parlait tantôt, ce sont des élèves qui, au départ, ce qu'on va voir, c'est des comportements, mais derrière ça, en fait, dessous, il y a des besoins. Fait que ça peut être des besoins affectifs, ça peut être des besoins au niveau de la santé également, bien sûr, mais ça peut aussi être des enjeux psychosociaux. Fait que dans le fond, l'idée, c'est de travailler tout le monde ensemble pour que l'enfant soit bien. Puis, la famille fait partie de cette alliance-là. Donc, on ne vient pas faire des interventions médicales, on vient vraiment mettre tous les services autour de l'enfant, en fait, pour son développement, puis sa réussite. Il n'y a pas d'infirmière à temps plein dans nos écoles. Maintenant, ce n'est pas un service qui est accessible. Mais en fait, la pédiatrie sociale va être ici une fois par mois. Donc, il est possible pour des familles qu'on voudrait référer, en fait, qui répondent aux critères, donc d'avoir des services là, à l'intérieur de l'école. On était très intéressés à installer une clinique mobile à Sainte-Sophie parce que c'est une municipalité dont les familles ont beaucoup de besoins. Après Saint-Jérôme, c'est la deuxième municipalité qui a le plus de familles qui vivent sous le seuil du faible revenu. Et bien, parmi ces familles-là, il y a entre 40 et 50% des enfants qui pourraient développer des problèmes de développement dans leur enfance. Ce sont des données que l'on a. Donc, c'est très important pour nous de pouvoir offrir des services de pédiatrie sociale de proximité, en fait, à cette population-là, de se rapprocher, parce qu'on a parfois des familles qui n'ont pas les moyens de se déplacer jusqu'à Saint-Jérôme, qui n'ont pas de véhicule ou qui sont pris dans des horaires très contraignants de travail, ou aussi l'objectif, c'est d'éviter de faire sortir trop souvent les enfants de l'école pour un rendez-vous. Donc, le fait d'être ancré dans le milieu comme ça, à Sainte-Sophie, c'est beaucoup plus facile de rejoindre et d'offrir des services de proximité. On va desservir la population et les familles que l'on connaît déjà, et on ouvre nos services à toute la population de Sainte-Sophie. Donc, pour faire partie des services de suivi en pédiatrie sociale, il faut que ce soit pour des enfants de 0 à 18 ans qui n'ont pas encore de médecin de famille ou de pédiatre. Et ça s'adresse vraiment aux familles les plus vulnérables. Donc, on parle de familles qui peuvent vivre des contextes de précarité financière ou sociale ou d'isolement.
Alors ici, on va offrir, pour commencer une journée par mois, des services vraiment médico-sociaux. Donc on va avoir un professionnel de la santé, un médecin ou une IPS qui sont là, accompagnés d'une travailleuse sociale pour accueillir l'enfant et le soigner, vraiment. Donc d'offrir que ce soit de l'accueil et de l'écoute sociale et vraiment un vrai suivi médical, comme quand on va chez le médecin. Nous offrons déjà des services dans l'école, en fait, Jean Moreau à Sainte-Sophie, des services de suivi psychosociaux, d'art-thérapie, de musicothérapie et de zoothérapie. Donc on connaissait déjà l'école, on intervenait déjà avec l'équipe école. Donc on s'est dit que ce serait une bonne idée de pouvoir offrir les services médico-sociaux également. Donc je vous fais visiter notre clinique mobile de centre de pédiatrie sociale pour accueillir les familles, les soigner les enfants, accueillir les familles dans un lieu complètement différent de l'habitude, qui est une classe d'école à l'école Jean Moreau à Sainte-Sophie. Donc on a une salle clinique ici même, en fait, où la docteure peut soigner les enfants. Elle a tout son matériel nécessaire ici. Donc on a recréé en fait une clinique médicale dans cette classe d'école avec tout le matériel nécessaire. Et on a une autre pièce qui est là pour accueillir les familles autour d'une table, en fait, où les familles vont pouvoir tout simplement se réunir autour du médecin, de la travailleuse sociale, pour discuter en fait des besoins de la famille et de l'enfant. Donc le docteur et la travailleuse sociale vont s'installer autour d'une table. L'enfant va pouvoir avoir une zone de jeu et puis va pouvoir courir aussi s'il en a besoin. Il va être questionné, observé par l'équipe médico-sociale présente et on va mettre aussi autour de la table toute personne significative autour de l'enfant, que ce soit sa famille, que ce soit l'école, que ce soit peut-être un intervenant qu'il a déjà dans sa vie, etc. Donc il y a tout un accueil qui va se faire comme ça autour de l'enfant pour savoir comment il va, comment va sa santé globale et le professionnel de la santé, qui soit ou notre médecin ou notre infirmière spécialisée, notre IPS, dépendamment de la journée, vont pouvoir profiter de la partie plus médicale pour ausculter l'enfant et continuer la discussion avec lui. Donc c'est comme un petit centre, comme on pourrait parler d'un petit centre d'urgence en fait, comme on peut en voir au niveau médical, sauf que là on le fait une journée par mois pour le moment à l'école Jean Moreau. C'est un projet pilote qu'on espère faire perdurer dans le temps. Merci Clara, on se revoit demain. À demain Claude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Ma banlieue suit à l'instant. Je vous invite également à consulter l'ensemble de la programmation au tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.